Le Togo est de plus en plus attractif pour les investisseurs. C'est ce qu'il faut retenir de la 12e revue de mise en œuvre des réformes des finances publiques ouverte ce matin. Pour le premier semestre de l'année 2016, les experts analysent et commentent les performances enregistrées par notre pays pour en améliorer les rendements si nécessaire. Un programme d'alphabétisation pour les acteurs du secteur informel. C'est le nouveau projet de la DOSI, délégation à l'organisation du secteur informel, pour leur permettre d'améliorer leurs conditions de vie pour une réelle participation à l'économie nationale. Et puis la nouvelle aérogare de Lomé n'est pas inondée et fonctionne normalement. C'est ce qu'ont pu constater les journalistes invités à la visiter pour démentir l'information relayée depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux faisant état d'une inondation du nouvel édifice. C'était les titres de cette édition. Bonsoir à toutes et à tous. La 12e revue de mise en œuvre des réformes des finances dans les différents départements ministériels s'est ouverte ce matin à Lomé. C'est un cadre d'évaluation des progrès enregistrés par le Togo. Ceci pour la mise en place d'un système de gestion administrative et financière efficace, transparente et capable de générer des ressources pour des investissements publics. Les précisions avec Dodo Waré et Antoinette Homao. Va voir. Depuis quelques années, le Togo s'est lancé dans un processus de réforme de gestion des finances publiques afin d'assainir le secteur et disposer d'un système de gestion administrative et financière efficace, transparent et capable de générer des ressources pour le financement des investissements publics. Ces réformes portent sur le renforcement des organes de contrôle, les marchés publics, l'avant-projet de code foncier au Togo, la promotion du secteur privé à travers l'amélioration du climat des affaires, le code de la marine, pour ne citer que cela. Le bilan indique qu'au terme du premier semestre 2016, sur les 304 activités de réforme programmées, 257 ont été réalisées ou sont en cours de réalisation, soit un taux de réalisation de 84,50%. Ces réformes ont permis, entre autres, de rendre notre pays plus attractif aux yeux des partenaires techniques et financiers et plus généralement des bailleurs de fonds qui nous accompagnent dans notre processus de développement et à qui nous exprimons nos sincères remerciements. Ainsi, grâce à ces réformes, le gouvernement a réussi à maintenir un cadre macroéconomique stable. Après avoir assaini les finances publiques, les recettes se sont accrues et de façon générale, les dépenses sont contenues dans des enveloppes convenues. Nonobstant ces résultats encourageants, beaucoup reste à faire au regard de l'immensité des besoins sociaux. C'est pourquoi le président de la République a initié le programme d'urgence de développement communautaire, PUDC, pour répondre à ces besoins pressants et réduire de façon plus significative l'incidence du seuil de pauvreté. La stratégie des réformes adoptée en 2010 prévoit 2 revues chaque année. Ici, les points focaux des différents ministères et institutions de l'État évaluent la 12e revue nationale de mise en œuvre des réformes en vue de relever les goulots d'étranglement et accélérer ce qui reste à faire. Sur instruction du chef de l'État, les dépenses publiques seront encore plus orientées les années à venir vers les secteurs sociaux prioritaires. À cet effet, d'autres réformes courageuses seront identifiées et mises en œuvre au cours des prochaines années afin de permettre à notre pays d'atteindre des taux de croissance soutenus à 2 chiffres que nous ambitionnons d'atteindre d'ici quelques années. Ainsi, les réformes de la première génération seront consolidées et améliorées par celles de la deuxième génération, engagées par le gouvernement avec l'opérationnalisation de l'OTR, l'Office togolais des recettes, la lutte contre la corruption, la gestion axée sur les résultats. La mise en œuvre des réformes connaît des difficultés relatives au cadre du travail, à l'insuffisance en ressources humaines et au manque de financement. Au regard de l'immensité des besoins sociaux, beaucoup reste à faire afin de permettre au Togo d'atteindre le taux de croissance à 2 chiffres pour se hisser au rang des pays émergents.
Du côté de Kalimé, ce sont les responsables administratifs du ministère de la Planification qui sont en formation. Ils redécouvrent la gestion des ressources humaines et ses composantes, les normes administratives et surtout les droits et obligations des agents publics. Augustin Kossi, Antoinette Romain-Aubobor pour le compte-rendu. La connaissance des droits et devoirs qui régissent l'administration publique, une nécessité pour les agents de l'État. Mais souvent, la plupart ignorent les différents actes administratifs et la responsabilité qui est la leur dans l'application des tests. Ici, à Kalimé, les directeurs centraux, régionaux et les cadres du ministère de la Planification s'approprient les prérequis de la gestion des ressources humaines, notamment les normes administratives, les droits et obligations des fonctionnaires de l'État. L'efficacité d'une administration, nous pensons que n'est pas seulement due au matériel, aux finances, mais c'est à la connaissance des tests, la maîtrise des tests par les premiers responsables. C'est pourquoi ici, nous avons réuni tous les directeurs du niveau central et tous les directeurs régionaux de la planification et de la statistique. C'est eux qui gèrent le personnel et donc il va falloir qu'ils maîtrisent les tests pour que chacun puisse être à l'aise dans l'exercice de ses fonctions. Les différents cadres sont donc formés sur les actes administratifs, les procédures disciplinaires, de même que le nouveau statut de la fonction publique et son domaine d'application. C'est faire un rappel des droits et des principales obligations des agents publics. Deuxièmement, c'est de revisiter les dispositions prévues dans le statut général de la fonction publique en termes de l'évolution de la carrière de chaque agent et comment est-ce qu'il doit se prendre pour pouvoir avancer. Autre chose, il est question aussi de parcourir les grandes dispositions innovantes que la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique a pris en compte. La maîtrise de ces outils permettra à ces agents de l'État non seulement d'être plus efficaces dans l'accomplissement de leur mission, mais aussi de mieux gérer leur carrière professionnelle. Je vous le disais également en titre, après la phase d'établissement des cartes d'identité aux acteurs du secteur informel, la DOSI, délégation à l'organisation de ce secteur, a élaboré un programme d'alphabétisation en leur faveur. Ce programme va leur permettre d'apprendre à lire et à compter en langue française pour améliorer leurs activités et de là participer pleinement à l'économie nationale. Et le dit programme a été officiellement lancé ce matin à Lomé. Les précisions avec Modeste Aguidé et Medina Salami. Savoir lire et écrire, plus qu'une nécessité à l'épanouissement de l'individu, est un impératif au développement des activités économiques pour ces acteurs du secteur informel. Avec la délégation à l'organisation du secteur informel, ils vont bénéficier d'un programme d'alphabétisation, apprendre à lire, écrire et calculer en langue française pour faciliter leurs transactions commerciales et améliorer leur activité. Je suis la présidente de l'abattoir. Je n'ai pas mis pied à l'école. Ce programme est très important pour moi. Je suis très fière. On veut nous apprendre à calculer. On n'aura plus à solliciter nos enfants. En partenariat avec l'ONG Afrique Vision, ce programme d'alphabétisation se déroulera sur 6 sites, sur toute l'étendue du territoire. Chaque session de formation va durer 6 mois pour 30 apprenants. À terme, 900 bénéficiaires seront en mesure de lire, écrire et faire des calculs. Les adultes savent compter et faire des calculs déjà dans leur langue. Donc l'alphabétisation va les accompagner à faire le calcul par écrit et faire un effort que ce soit lié à leur activité professionnelle, socio-professionnelle. Et 6 mois, c'est faisable pour que ces adultes puissent maîtriser ces compétences. Nous avons constaté qu'elles ne disposaient pas de pièces pour leur identification. Donc, paré à ça, nous avons commencé par établir, au travers de la direction de la documentation, établir leurs pièces d'identité. Après, on a constaté aussi que
Dans l'établissement de ces pièces d'identité, il y a des femmes qui n'ont pas d'acte de naissance. Et aussi, nous sommes dans cette étape aussi d'établir des actes de naissance à celles et à ceux qui n'en ont pas. Mais il y a aussi un réel problème qui constitue un frein pour le développement de leurs activités. C'est la langue, et principalement le français, pour pouvoir mobiliser leur clientèle, les fidéliser et effectuer normalement facilement leurs transactions. Donc c'est le but principal de ce lancement ce matin. La formation vise aussi à les initier à l'économie familiale, savoir distinguer le revenu commercial du revenu familial. Les acteurs bientôt lettrés du secteur informel pourront donc mieux participer à l'essor de l'économie nationale. Mais dans précisément 30 jours, il sera question d'une autre forme d'économie dans notre pays, celle dite bleue, à la faveur du sommet sur la sécurité maritime. Et ce soir, comme depuis plusieurs jours déjà, nous vous amenons à la découverte des différents thèmes à l'ordre du jour de cette rencontre. Edem Soussoukpo met en lumière les maux qui minent l'environnement et l'économie bleue et les mesures prises par notre pays pour sécuriser sa côte. Regardez. La navigation maritime, la pêche, l'énergie, le tourisme et la recherche, tous ces secteurs associés au changement climatique ont considérablement accru la pression sur l'environnement marin. Or, la mer constitue pour les pays surtout côtiers une importante richesse pour booster leur économie. Aujourd'hui, le transport maritime représente 90% des échanges commerciaux mondiaux. La protection du milieu marin se révèle donc être un facteur de développement durable. Par rapport aux avantages du milieu marin, entre autres le trafic maritime, c'est-à-dire que les navires et consorts là, qui font le transport des marchandises au niveau du milieu marin, ce qui est un atout important sur l'économie. Il y a aussi les activités touristiques. Par rapport au tourisme balnéaire qui se déroule sur la côte, c'est aussi une activité très importante. Mis à part cela aussi, on a aussi l'exploitation du pétrole offshore, donc qui sont les pratiques fondamentales par rapport à l'économie, comme à part aussi la pêche, l'activité halieutique, les ressources halieutiques qui sont exploitées. Donc, en bref, toutes ces formes de richesse-là doivent être préservées de façon à ce que ça puisse être pérennisé. Généralement, par l'action de l'homme, l'environnement marin est constamment menacé. La pollution de tout genre, la surpêche et le tourisme constituent quelques-unes des activités qui impactent négativement le milieu marin. Quand on a une pollution marine, par exemple, les impacts sont énormes. Si nous prenons les impacts par rapport à la faune, c'est-à-dire que les animaux qui vivent au niveau du milieu marin, il faut savoir que les animaux vivent dans un milieu en fonction des caractéristiques du biotope dans lequel ils vivent. C'est-à-dire que si le biotope venait à être changé, ça veut dire que les modifications physico-chimiques qui sont dans le milieu changent. Donc les milieux peuvent ne pas s'adapter, c'est-à-dire les êtres vivants qui vivent dans ce milieu peuvent ne pas être adaptés à cela. Donc, ces animaux, soit ils peuvent supporter en fuyant, certains supportent, ils vivent là-bas, d'autres meurent. Et on enregistre aussi des cas de résistance, mais qui, à long terme, si nous les exploitons, peuvent nous porter préjudice. Au niveau du trafic, si on a une marée noire, par exemple, la navigation est aussi hypothéquée. Parce que dans le milieu marin, il y a certaines conventions qui règlent cela. Si vous avez une mer polluée, le trafic au niveau du milieu marin aussi est réglementé. Des mesures sont prises pour lutter contre la dégradation de l'environnement marin, sinon minimiser son impact sur le développement de l'économie bleue. La violation du principe de l'interdiction de polluer est réprimée. Au niveau national, il y a des mesures qui sont prises au niveau de la loi 4 sur l'environnement, par exemple. Les pratiques de pollution du milieu marin sont sévèrement punies dans le cadre par le code pénal aussi. Et aussi par rapport aux conventions auxquelles le Togo est parti, nous avons pas mal de dispositions qui pénalisent les activités qui portent atteinte à l'environnement marin. La plus grosse peine dans la loi 4 se trouve au niveau de l'infraction par rapport au milieu marin. La mise en œuvre des mesures préventives permettant une anticipation des risques de pollution, soit pour éviter celle-ci, soit pour mieux se préparer afin d'y faire face efficacement, est vivement souhaitée. Cela y va de la meilleure gestion des zones côtières et de la conservation
des ressources marines. Les enseignants de l'université de Kara à l'école de la pédagogie. Durant 5 jours, ils seront formés pour répondre aux exigences du moment. Une initiative qui est la première du genre et qui s'inscrit dans la démarche assurance qualité du plan stratégique de cette université. Sur place, la correspondance de Nestor Mozo. En adoptant le système LMD licence master doctorat en 2008, le Togo s'est fixé l'objectif de former des cadres compétents en adéquation avec les besoins du marché de l'emploi. Ce système fait appel à de nouveaux éléments pédagogiques. L'université de Kara veut renforcer ces éléments auprès des enseignants-chercheurs qui interviennent en son sein à travers cette session de formation de 5 jours. Quand on parle de la pédagogie universitaire, c'est une pédagogie de haut niveau qui s'adresse à des adultes et sur des enseignements de haut niveau. Donc ce n'est pas la même chose qu'au primaire, au collège, etc. Même s'ils ont eu des formations antérieures, il faut qu'on leur donne une formation adaptée aux universitaires. Comment formuler les objectifs, ensuite comment élaborer des syllabus et comment enseigner par l'éthique. Vous savez qu'aujourd'hui les technologies d'information et de communication sont utilisées dans l'enseignement. Voilà tout cet ensemble que nous avons, n'est-ce pas, amené pour former les enseignants de l'université. L'université de Kara a adopté un plan stratégique décennal de développement qui va de 2014 à 2024. Ce plan recherche un enseignement de qualité. La session de formation s'inscrit dans cette volonté. Ce séminaire de formation, il est le premier du genre et il vise en gros 2 objectifs. Dans un premier temps, permettre aux jeunes enseignants d'être formés à son travail pour que dans l'exercice quotidien de son métier, il puisse avoir le rendement comme l'exige l'assurance qualité. Et ceci est en lien avec le plan stratégique de l'université qui lui-même vient de la réunion qui a été tenue en 2013, cette conférence présidentielle sur l'avenir de l'enseignement supérieur au Togo. Le deuxième objectif de l'atelier, c'est faire en sorte que l'enseignant prenne conscience du rôle fondamental qui est le sien dans le développement des ressources humaines dont notre pays a besoin. La maîtrise de cette formation sera aussi un plus pour les enseignants-chercheurs, puisqu'à partir de 2018, pour être candidat au concours d'agrégation du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, il faut une attestation de la pédagogie universitaire. L'information a circulé depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux. La nouvelle aérogare de Lomé serait inondée après la pluie de samedi dernier. Eh bien, il n'en est rien. L'édifice est en parfait état et les journalistes s'en sont rendus compte hier en visitant l'aérogare avec le directeur de l'ANAC, Agence nationale de l'aviation civile, comme guide. Le compte rendu avec Sylvain Abdou. La nouvelle a circulé en boucle sur les réseaux sociaux. La nouvelle aérogare de Lomé aurait été inondée après les intempéries de ces derniers jours. Faux. Rétorque le comité de suivi et de pilotage des travaux, preuve à l'appui à travers cette visite guidée. S'il y a des inondations, les gens vont être en retard. S'il y avait les appareils seront en panne. Il n'y en a pas eu. Donc quand il pleut une averse, il faut être capable, d'une certaine façon, d'évaluer la possibilité de décoller. Ce que nous mettons à disposition des compagnies, c'est les infrastructures, en garantissant la continuité de ces infrastructures, quelles que soient les conditions météorologiques. Et cela, nous l'avons assuré avec une grande satisfaction samedi dernier, comme depuis le début de l'exploitation de cette nouvelle aérogare. Selon les explications, aucune perturbation ni d'annulation de vol n'a été observée sur la plateforme aéroportuaire. Et selon le directeur de l'ANAC, l'aérogare est une infrastructure de qualité qui répond aux normes de l'OACI et aux standards internationaux. C'est un bâtiment sur 3 niveaux. Pour le réaliser, nous avons insisté qu'il y ait des contrôles. Et nous avons eu à notre sein. Parce qu'il faut que ça réponde aux 19 normes recommandées de l'OACI. Il faut voir les équipements qu'on a mis. Les plus modernes, les tomographes, les L3 européens, les détecteurs d'explosifs liquides et solides. On ne joue pas ici. Avec la nouvelle aérogare, le taux de desserte du Togo s'est élargi à de nouvelles destinations
comme Washington et Bruxelles, ce qui témoigne des bonnes conditions d'exploitation au bénéfice des passagers. Dans la plaine de Mo, à Tiarapanga, les populations jouissent des avantages du projet PDRIMO, un projet conçu pour le développement de cette localité. Et des infrastructures socio-économiques de base y ont été construites et remises officiellement cette semaine aux bénéficiaires. Sur place, la correspondance de la marque Bojona. Le projet de développement rural intégré de la plaine de Mo, lancé par le chef de l'État en janvier 2012, a fait des progrès après 4 ans d'activité. Les bénéficiaires peuvent se réjouir et passer l'éponge sur le passé douloureux qu'ils ont vécu, à en croire leur témoignage. La préfecture de Mo était ironiquement appelée 6e continent parce qu'il y avait toutes les insuffisances et toutes les difficultés d'accès et surtout les plans. Aujourd'hui, avec les projets, il y a l'ouverture des pistes. Ensuite, les écoles sont construites. On a des cantines pour les enfants à l'école. Et ensuite, sur le plan sanitaire, on a construit des centres. Ils ont appuyé le grand centre à Diarpan, qui devient un centre médico-social. Il y a la maternité. Aujourd'hui également, si on voit sur le plan agricole, on a formé les paysans. Et ces paysans arrivent à se prendre en charge. Ils vont améliorer leurs prestations en ce qui concerne l'agriculture et le rendement s'accroît. Beaucoup de choses ont été faites pour le bonheur des populations de la plaine, notamment la construction des routes, des écoles et bien d'autres. Comme cela ne suffit jamais, il reste à faire. Ces chantiers sont essentiellement constitués des infrastructures scolaires, des infrastructures communautaires et des infrastructures sanitaires. Nous accusons un petit retard au niveau du siège du projet, mais bientôt aussi ça va finir. Et nous pensons que si tout ceci est finalisé, on aurait exécuté à 100% tous les indicateurs du projet et on espère avoir vraiment amélioré la face de la plaine. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique, en tournée de remise des ouvrages et de supervision des travaux en cours, se félicite de ce qui a été réalisé. Nous avons visité l'ensemble des ouvrages. Il y a pour certains ouvrages, les entreprises ont bien travaillé. Ils ont rendu les ouvrages avec le respect scrupuleux des cahiers de charges qui ont été arrêtés. Mais pour certains ouvrages, nous allons mettre, et nous avons mis même une pression sur ces entreprises pour que d'ici 2 mois, qu'elles puissent livrer les ouvrages parce que nous avons senti un engouement au niveau des populations. Les paysans ont accueilli tout ce que le gouvernement togolais a réalisé avec l'accompagnement, les conseils et surtout la guidance du chef de l'État. Je voudrais rappeler que l'ensemble des ouvrages qui ont été réalisés ont coûté 15 milliards de francs CFA. Et ça, c'est l'occasion pour moi de remercier et féliciter les partenaires techniques et financiers, notamment la Banque islamique de développement et la Banque ouest-africaine de développement. C'est les 2 institutions qui ont accompagné le gouvernement dans la mobilisation des ressources financières. Outre la visite de supervision des travaux en cours, le ministre et sa suite ont procédé à la remise de 25 béliers géniteurs aux éleveurs de la plaine, 300 actes de naissance et 50 agréments aux responsables des sociétés coopératives. Et avant de se rendre à Tiarapanga, le ministre en charge de l'agriculture a procédé à l'inauguration du centre autonome de formation en agriculture biologique CAFAB, situé dans le quartier Bama Bodolo à Sekodé. Ce centre construit par le gouvernement togolais pour la promotion de cette agriculture biologique ouvrira officiellement ses portes à partir de janvier 2017. Nous retrouvons sur place la marque Bojona. Le centre autonome de formation en agriculture biologique situé non loin de la route Sokoté-Bassar, dans le quartier Bamavodolor, est une initiative du gouvernement togolais appuyée par le collectif des associations pour le Togo, Cap Togo. Il a été construit grâce au financement du projet d'appui au développement agricole au Togo PADAT à hauteur de 30 millions de francs CFA. Son inauguration permet de lancer ces activités qui vont œuvrer pour la promotion de l'agriculture biologique. C'est notre siège, à nous, Cap Togo, notre siège officiel.
Ce sera le siège aussi du RENAT, le réseau national des acteurs de l'agroécologie du Togo. Ça, c'est formel. Et ce sera surtout le CAFAB, c'est-à-dire le Centre agroécologique de formation à l'agriculture biologique au Togo. Ce n'est pas une école qui fonctionnera de façon permanente. Il y aura une structure permanente sur place avec des employés. Mais nous donnerons des conférences, nous développons des stages de formation, nous pourrons passer des films. On peut développer sur l'espace qui nous est donné quelques petites cultures. Le Centre autonome de formation en agriculture biologique qui va démarrer ses activités en janvier 2017 est un atout pour tous les pays de la sous-région. Le centre servira à former les formateurs de cette vieille science agricole. Elle existait depuis des millénaires. Et par rapport aux effets du changement climatique, il est question de revenir sur ce type de production de façon à sécuriser notre production en interne. Donc il est question de susciter un engouement au niveau des acteurs de la production agricole sur l'échelle nationale en appui avec les expertises que CAP Togo France veut mettre à notre disposition dans les jours à venir. Donc le centre a été inauguré et c'est même un centre de référence au niveau de la sous-région parce que dans le premier réseau, le réseau national des acteurs en agrobiologie, il y a aussi des partenaires extérieurs au Burkina, au Bénin, au Mali. Ils vont venir dans ce centre pour bénéficier des expertises que nous avons au niveau national. Et donc c'est aussi à l'actif du gouvernement togolais. Le centre comprend la construction de 3 bâtiments composés de logements et de magasins, d'un apatam, d'un bloc sanitaire, d'un mini-système d'adduction avec un château d'eau et d'un forage de 100 mètres de profondeur. Nous sommes jeudi et nous ouvrons à présent la traditionnelle page des sports avec Claude Ama. Claude, bonsoir. Bonsoir Anita. Les jeunes karatékas togolais de retour de la capitale ivoirienne à Abidjan sont allés présenter leur moisson au ministre en charge des sports. Anita, nanti de 10 médailles lors du tournoi international de karaté de la zone 3 qui s'est déroulé du 14 au 21 août dernier à Abidjan. Les membres du bureau exécutif de la Fédération togolaise de karaté et les récipiendaires ont été bien reçus par le ministre Madi Lorenzo. C'était en présence de Lamine Koko Konaté. La moisson a été toute particulière pour les sélections nationales cadettes et juniors de karaté. À leur coup, 10 médailles, 3 en or, 2 en argent et 5 en bronze. Le tout remporté au tournoi de karaté de la zone 3 à Abidjan en Côte d'Ivoire, sans oublier les diplômes aux entraîneurs et arbitres togolais. Comme une compétition, ça n'a jamais été facile. Ouais. Tout le monde fait le combat, ça a promis. C'était un peu... Bon, l'ambiance, c'était toujours comme on le faisait, mais c'est juste un peu différent comme celui du national. Aussi, nous avons rencontré des athlètes qui ont encore apporté d'autres techniques que nous aussi nous avons pu emmagasiner et nous aussi nous en avons apporté qu'eux aussi ils ont pris. Au ministère en charge des sports où ils sont passés cet après-midi, ces lauréats ont reçu les félicitations du maître des lieux. Vous constituez un vivier extraordinaire et inattendu pour le karaté togolais. Je voudrais, au nom du président de la République, au nom du Premier ministre, au nom de l'ensemble du gouvernement et de tout le peuple togolais, vous féliciter et vous dire un grand merci. Je suis intimement persuadé, le vivier que vous êtes là, et je pense que vous devez avoir des petits copains, des petites copines qui sont dans les clubs et qui n'ont pas participé, mais qui, dans les 4 ans à venir, vont atteindre un niveau qui permettrait à notre pays de pouvoir compétir dans les compétitions internationales. Et quand je dis ça, je regarde à l'horizon de 2020.
Je regarde Tokyo. En attendant Tokyo 2020, ces jeunes devront mettre en pratique les acquis d'Abidjan au cours du championnat national de karaté qui aura lieu en novembre prochain. Claude, hier déjà, le ministre Lorenzo a conféré avec les membres du bureau exécutif de la Fédération togolaise de Maracana qui est en route pour la 5e édition de la CAN de Maracana à Ouagadougou et c'est au Burkina Faso. Au pays des hommes intègres, 9 pays seront au rendez-vous de cette 5e édition de la CAN de Maracana. Notre pays sera représenté par 2 équipes, les seniors et les vétérans, avec Martin Sandari Mankoubi assistant au départ des délégations nationales. L'équipe nationale togolaise de Maracana a quitté hier Lomé pour Ouagadougou par voie terrestre. Après une nuit à Dapan, la sélection togolaise a rallié ce jeudi la capitale burkinabé où sera célébrée du 17 au 18 septembre prochain la 5e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Maracana. À la veille de leur départ, les sélections togolaises ont été reçues par le ministre en charge des sports Guimadjé Lorenzo. Les discussions portaient sur la participation du Togo à cette CAN de Maracana. Et le respect des règles du jeu et le respect du fair play. Je suis intimement persuadé et l'équipe nationale de Maracana est composée de personnes responsables, et moins fougueux que les jeunes, et que le respect des règles du jeu et le fair play seront leurs mots d'ordre. Ça ne les empêche pas de revenir avec les 2 coupes, coupe vétéran, coupe senior, cette année. Sur les 4 dernières éditions, ils ont quand même eu la coupe 3 fois. Donc cette fois-ci, il faudrait qu'ils fassent le grand chelem et qu'ils ramènent et la coupe vétéran et la coupe senior. Nos prières et nos encouragements les accompagnent. Pour la 4e édition disputée en 2015 à Lomé, le Togo était champion dans la catégorie des vétérans. 9 pays notamment le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, les Comores, la Côte d'Ivoire, le Gabon, le Mali, le Niger et le Togo prennent part à cette fête du Maracana Burkina Faso 2016. Et Claude, notre équipe serait déjà bien arrivée à Ouaga selon les dernières informations. Effectivement, Anita, les équipes nationales seniors et vétérans sont bien arrivées à Ouaga et la compétition va démarrer samedi matin. D'accord. Alors, Anita, tout juste le temps de vous dire que samedi, Alfred Kolani sera au rendez-vous de Direct Foot consacré au championnat. Et nous, on se retrouve peut-être jeudi prochain pour la traditionnelle paille des sports. Merci Claude. Et avant de nous quitter, cette information, c'était la concertation à Lomé des médiateurs des pays membres de l'UEMOA, une rencontre préparatoire de la conférence sur les dysfonctionnements et crises des systèmes éducatifs dans l'espace communautaire. C'est également une mission d'appui de l'association des médiateurs à leurs collègues togolaises à Wanana d'Abouya dans la phase de démarrage officiel de ces activités. Et la rencontre se tiendra du 18 au 24 septembre à Lomé. Voilà, c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi un peu partout grâce à la télévision togolaise, notamment du côté de Tiarkbanga. Au revoir.